La jalousie silencieuse est un poison lent, elle ne crie pas, elle sourit, jusqu'au jour où elle tue. Les histoires de Sika. Abonne-toi pour nous encourager. Dans le quartier de Kpondé, à la lisière d'une grande ville africaine où les immeubles récents côtoyaient encore les maisons en banco, tout le monde connaissait Nadia et Estelle. On disait d'elles qu'elles étaient inséparables. Deux jeunes femmes, presque du même âge, presque du même sang, presque du même destin. Du moins, c'est ce que les gens croyaient. Nadia avait 23 ans. Elle était belle d'une beauté discrète, celle qui ne frappe pas immédiatement mais qui s'impose avec le temps. Son sourire était doux, sa voix calme, son regard toujours attentif. Elle savait écouter, hocher la tête au bon moment, poser la main sur l'épaule quand il fallait. Elle donnait l'impression d'être une amie rare. Estelle, elle, brillait sans effort. Mariée depuis peu à Samuel, un homme respecté, travailleur, déjà père de 2 enfants, elle semblait avoir tout ce que la vie pouvait offrir à une femme jeune, une maison propre, un mari présent, des enfants affectueux, un commerce qui marchait bien. Elle riait fort, parlait vite, racontait ses projets sans jamais imaginer que ses mots pouvaient devenir des lames. Chaque fois qu'Estelle parlait de sa vie, Nadia souriait. Toujours. Mais derrière ce sourire, quelque chose se fissurait. Tu te rends compte, Nadia, disait Estelle un après-midi, assise sous le manguier devant la maison. Samuel veut qu'on agrandisse la boutique. Il dit que je suis faite pour réussir. Tu le mérites, répondit Nadia doucement. Tu as toujours travaillé dur. Estelle ne voyait pas la main de Nadia se crisper sur son pagne. Elle ne voyait pas ce regard qui se perdait une seconde, juste une seconde de trop. Avec le temps, Estelle prit l'habitude de tout confier à Nadia. Ses joies, ses peurs, ses disputes avec Samuel, ses projets, même ses secrets. Elle parlait comme on parle à un miroir fidèle, sans se demander si ce miroir pouvait un jour se briser. Si quelque chose m'arrive un jour, plaisantait-elle parfois, je te confierai mes enfants. Nadia riait avec elle. Mais au fond d'elle, une voix murmurait déjà, pourquoi pas maintenant? La jalousie de Nadia n'était pas violente. Elle était méthodique. Elle s'installait lentement, nourrie par chaque réussite d'Estelle, chaque compliment, chaque regard admiratif que le quartier posait sur elle. La nuit, Nadia restait éveillée. Elle regardait le plafond de sa chambre, comptant les fissures, imaginant une autre vie. La vie d'Estelle. Sa maison. Ses enfants. Son mari. Son respect. Et un jour, une idée germa. Pas encore claire. Pas encore dangereuse. Juste une possibilité. Le soir où tout bascula ressemblait à n'importe quel autre. Le ciel était lourd, l'air chaud. Estelle arriva chez Nadia avec un sac de fruits et son rire habituel. Tu sais, dit-elle en entrant, Samuel est encore rentré tard. J'avais besoin de parler. Nadia l'accueillit avec son calme habituel. Elle prépara du jus, s'assit en face d'elle, écouta. Comme toujours. Mais ce soir-là, ses gestes étaient plus lents. Plus précis. Dans la cuisine, Nadia ajouta quelque chose au verre d'Estelle. Une poudre presque invisible, héritée d'une vieille connaissance, présentée autrefois comme un simple remède contre les douleurs. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait surtout ce que personne ne pourrait prouver. Va ta santé, dit-elle en tendant le verre. Estelle but sans hésiter. Quelques minutes plus tard, son visage changea. Elle porta la main à sa poitrine, fronça les sourcils. Je me sens bizarre. Nadia se leva aussitôt. Tu dois être fatiguée. Tu travailles trop. Viens, allonge-toi un peu. Estelle ne soupçonna rien. Pourquoi l'aurait-elle fait? Nadia était sa meilleure amie. Celle qui avait toujours été là. Le malaise passa en apparence. Estelle se releva, sourit faiblement.
Je crois que je vais rentrer. Mais... Nadia posa une main rassurante sur la sienne. Non. Reste chez moi cette nuit. Ou mieux, va chez toi, auprès de ta famille. Samuel saura quoi faire. Moi, je viendrai demain. Ce conseil semblait innocent. Prévenant. Logique. Estelle partit. Vivante. Le lendemain matin, le quartier se réveilla dans les cris. Estelle ne s'était pas réveillée. On parla d'un arrêt brutal. D'une fatigue accumulée. D'un destin injuste. Personne ne parla de Nadia. Personne ne soupçonna celle qui pleurait le plus fort, celle qui s'évanouissait presque aux funérailles, celle qui jurait devant tout le monde qu'Estelle était, comme une sœur. Et quand Samuel, effondré, ne savait plus comment s'occuper des enfants, Nadia était là. « Je ne vous laisserai jamais », disait-elle au petit en les serrant contre elle. Dans son regard, il n'y avait plus de jalousie. Il n'y avait plus que l'attente. Le temps passa sans bruit, comme une eau trouble qui s'infiltre partout sans qu'on s'en rende compte. Dans la maison d'Estelle, devenue une maison silencieuse, Nadia trouva naturellement sa place. Personne ne l'y invita officiellement. Elle s'y installa par nécessité, par compassion apparente, par ce rôle de soutien que tout le monde lui reconnaissait déjà. Les enfants s'attachèrent à elle avec une rapidité qui surprit même Samuel. Elle savait tresser les cheveux de la petite comme le faisait leur mère. Elle connaissait les plats préférés du garçon. Elle racontait des histoires le soir, baissait la voix au bon moment, imitait les gestes d'Estelle sans jamais les copier ouvertement. « Tata Nadia ?» demanda un soir la fillette, la voix tremblante, « Maman reviendra quand ?» Nadia sentit son cœur se serrer. Pas de remords. De peur. Elle s'accroupit, prit l'enfant dans ses bras. « Ta maman est au ciel. Mais elle veille sur toi. Et moi, je suis là. » Samuel entendit ces mots depuis le couloir. Il resta immobile, les mains contre le mur. Cette phrase, simple, brisa quelque chose en lui. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il pleura sans se retenir. Nadia le vit. Elle n'alla pas vers lui tout de suite. Elle attendit. Elle laissa le silence faire son œuvre. Les jours suivants, Samuel commença à la regarder autrement. Pas comme une intruse. Pas comme une amie. Comme une présence stable, rassurante. Elle ne se pressait jamais. Elle partait tard le soir, revenait tôt le matin. Toujours disponible. Toujours respectueuse. « Tu devrais penser à toi aussi », lui dit-il un jour. « Tu fais trop pour nous. » C'est ce qu'Estelle aurait voulu, répondit-elle, baissant les yeux. Ce prénom, prononcé ainsi, sans trembler, acheva de gagner sa confiance. Les mois s'empilèrent. Le deuil changea de forme. La douleur devint habitude. Et l'habitude ouvrit la porte à autre chose. Un soir de pluie, Samuel rentra plus tard que d'habitude. Il trouva Nadia assise dans le salon, les enfants déjà endormis. Une lampe faible éclairait son visage. « Je ne sais plus comment continuer », avoua-t-il soudain, comme si les mots l'avaient attendu toute la journée. Nadia ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha, posa doucement une main sur son bras. « Tu n'es pas seule. » Il leva les yeux vers elle. Longtemps. Trop longtemps. Ce soir-là, rien ne se passa. Mais plus rien ne fut pareil. Quand Samuel commença à parler de Nadia autour de lui, ce fut d'abord avec prudence. Les voisins hochèrent la tête. La famille d'Estelle observa en silence. Certains murmuraient, mais personne n'osait l'accuser. Nadia avait été irréprochable. « Cette fille a un bon cœur », disait-on. Elle a sauvé cette maison. Et Nadia, elle, avançait avec méthode. Elle ne pressa jamais Samuel.
Elle laissa les enfants demander eux-mêmes pourquoi elle ne restait pas dormir. Elle laissa les regards s'alourdir, les silences devenir gênants. Un matin, elle annonça la nouvelle. « Je crois que je suis enceinte. » Le monde de Samuel s'arrêta. « Comment ça ?» demanda-t-il, la voix presque cassée. Elle baissa la tête, les mains posées sur son ventre plat. « Je ne voulais pas te le dire comme ça. Mais je ne peux pas porter ça seul. » Il passa la main sur son visage. La confusion, la peur, la culpabilité se mélangeaient. Les enfants, la famille. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Je ne te forcerai jamais. Je ferai ce qu'il faut. » Cette phrase, encore une fois, fit son effet. Elle semblait prête à partir. À sacrifier. À souffrir en silence. Samuel ne dormit pas cette nuit-là. Quelques semaines plus tard, il demanda Nadia en mariage. La cérémonie fut simple. Trop simple pour effacer les regards lourds. La mère d'Estelle ne pleura pas. Elle observa Nadia longuement, comme si quelque chose ne collait pas. « Prends soin de mes petits-enfants, » dit-elle seulement. Nadia sourit. La vie qu'elle avait volée semblait enfin lui appartenir. Mais le poison ne s'arrête jamais à une seule victime. Le ventre de Nadia ne grossissait pas. Elle expliqua. Elle évita. Elle porta des pagnes larges. Elle simula des malaises. Jusqu'au jour où Samuel l'accompagna à l'hôpital. Le médecin fronça les sourcils. « Madame, vous n'êtes pas enceinte. » Le silence tomba comme un coup près. « Ce n'est pas possible, » murmura Samuel. Nadia tenta de parler, mais les mots se brisèrent dans sa bouche. Ce jour-là, la première fissure apparut. Puis les enfants tombèrent malades. L'un après l'autre. Rien de grave, disait-on. Mais la mère d'Estelle se souvint. Elle se rappela le malaise de sa fille. Le verre de jus. La visite chez Nadia. Elle parla. Une enquête fut ouverte. Les souvenirs furent réassemblés. La poudre retrouvée. Les témoignages alignés. Nadia fut arrêtée un matin, devant la maison qu'elle avait tant rêvé d'habiter. Samuel ne la regarda pas. « Pourquoi ?» demanda-t-il seulement. Elle ne répondit pas. Le verdict tomba comme la fin d'une malédiction. La vérité éclata. Le quartier comprit trop tard. Nadia perdit tout. Son mariage. Les enfants. La liberté. Dans sa cellule, seule, elle comprit enfin que voler une vie, c'est toujours perdre la sienne. Car aucune réussite née du sang et du mensonge ne survit à la lumière. Abonne-toi pour plus d'histoires percutantes et laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.